Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Marion Lopez, Noélie Monod, Amandine Armand et Chloé Roch pour l'épisode 10, Marseille, capitale de la mode durable. Bon, je ne vous apprends rien, la mode a toujours entretenu une forme d'élitisme. Que ça soit au niveau des prix, des tendances à capter avant tout le monde, ou même quand on veut travailler dans cette industrie, mais qu'on ne vient pas d'un milieu social aisé ou artistique. Mais un autre type d'exclusion est moins mentionné, celui géographique. Rien que quand on regarde les 4 grandes Fashion Week, longtemps considérées comme les seules importantes par la presse, elles se tiennent à New York, Milan, Londres et Paris. Et en France, c'est vrai que l'immense majorité de l'industrie reste concentrée autour de la capitale. Mais comme pour tous les élitismes de la mode, les choses commencent à bouger. On voit des initiatives et des marques géniales émerger sur tout le territoire. Et il y a notamment une ville qui non seulement bouillonne de créativité, mais qui a clairement pris la direction d'une mode écologique, artisanale et pleine d'audace, Marseille. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de vous en parler, et cette envie a grandi à chaque fois que je découvrais une nouvelle marque engagée qui y est basée. Et en même temps, j'avais un dilemme. Est-ce que je ne serais pas une énième parisienne qui contribue à gentrifier cette ville si je lui consacre un épisode ? Après réflexion et discussion avec des personnes qui y habitent, j'y suis quand même allée. Parce que je trouve qu'on ne rend pas assez justice à cette ville, qui donne naissance à des projets uniques qui dénoncent le classisme dont la France fait preuve envers Marseille depuis de nombreuses années. Donc je suis allée à la rencontre de femmes engagées qui ont lancé leur projet à Marseille. Ma première invitée est Marion Lopez, la fondatrice de Studio Lausier. C'est une école de mode, un peu comme celle que vous connaissez déjà, sauf qu'elle est entièrement consacrée à la mode circulaire et responsable. Alors, Studio Lausier, c'est une école de mode alternative et engagée qui est axée sur l'éco-responsabilité. Je l'ai créée, je suis styliste en fait de profession et formation, donc stylisme, modélisme. Et après avoir travaillé 15 ans dans la mode à l'étranger, à Paris, en production mais aussi en design, j'ai eu envie de rentrer dans mon sud natal et de créer une école qui soit à taille humaine, qui propose un enseignement moderne, voilà, qui soit en phase avec aujourd'hui les enjeux qui sont hyper importants, environnementaux. Ça me paraissait assez fou qu'il n'en existe pas encore, à part une dans le 93 qui est axée sur l'upcycling, qui est Casa 93, avec qui je m'entends très bien. Mais en m'installant dans le sud, je me suis dit, mais voilà, pourquoi il n'y a pas encore ce genre d'école ? Voilà, le principe de Studio Lausier, c'est de travailler avec 90%, voire plus, de récupération auprès de professionnels et aussi de particuliers. Donc ça peut être des dons, des achats auprès de Le Bon Coin, Emmaüs, la Croix-Rouge, la Réserve des Arts. Enfin bref, il y a énormément de sources ici. Et de former au métier de styliste développeur produit éco-responsable. Voilà, donc on encourage vraiment nos élèves à travailler finalement sur un projet personnel autour de l'éco-responsabilité, de l'upcycling, du réemploi, enfin voilà. On propose 2 types de formations, les formations courtes, les formations longues. La formation courte, elle est d'1 semaine, donc 4 jours et demi plus précisément. Il y a 2 types de formations. La partie design de mode, création de marque, qui est axée vraiment sur la conceptualisation d'une collection, donc vraiment de recherche et de l'inspiration à la conception de mood board jusqu'au au dessin technique, dessin sur silhouette, choix des matières, etc. Et du concept, identité de marque, signature de marque, stratégie de communication, enfin vraiment on balaye au maximum tout ça. Donc ça c'est pour ceux ou celles qui souhaiteraient créer une marque mais qui n'ont pas vraiment les clés, les codes et la méthodologie, enfin voilà, donc on aborde tous ces thèmes-là. La deuxième formation courte, c'est modélisme technique d'upcycling. Donc là, c'est vraiment introduction à la construction d'un vêtement, la couture, le patronage.
et en fait, on leur demande de ramener des vêtements qu'ils ne portent plus et on leur montre comment les transformer en produits, en nouveaux produits. Voilà. Donc ça, c'est formation courte. La formation longue, c'est un peu l'étendue de ces deux sessions, beaucoup plus poussée bien sûr. C'est une formation qui est sur 8 mois, d'octobre à mai. C'est tout. Elle est professionnalisante. C'est une formation donc qui est à moitié axée sur ce que je disais tout à l'heure, la partie design de mode et l'autre partie couture, patronage, etc. et confection. Donc vraiment, on reprend les mêmes thèmes que les sessions courtes, mais beaucoup plus poussées. On fait faire évidemment pour des évaluations beaucoup de projets qui permet de voir à chaque fois le niveau où elles en sont. Et alors je dis elles parce qu'on n'a eu que des filles jusqu'à présent, mais bien sûr c'est ouvert à tout le monde, je le précise. Pour s'inscrire, c'est via le site, via le formulaire en ligne. Les tarifs des formations courtes, c'est 350 €. À la rentrée, ça va possiblement augmenter un petit peu. Et les formations longues, c'est un coût de 5 500 €. Donc l'idée, c'était de par le fait de faire beaucoup de récupération et d'essayer d'intégrer quelque chose de collaboratif, c'est-à-dire que les élèves peuvent aussi ramener, si elles ont trouvé, récupérer des choses. Voilà, on met à disposition, mais l'idée, c'est que chacun puisse aussi ramener des choses. Et on a essayé de faire une formation au prix le plus juste et qui est bien moins chère que toutes les formations mode qui existent aujourd'hui. Donc le but, c'était vraiment accessibilité, professionnalisation, éco-responsabilité. Ma deuxième invitée s'appelle Noélie Monod. Avec Laurine Vaudet et Fanny Versace, elle a cofondé Bombo, une marque de lingerie éthique dont les modèles sont fabriqués au Portugal et teints à la main à Marseille. Je vous laisse découvrir l'histoire passionnante de cette marque, dont le nom est lié à l'un de mes sujets féministes préférés. En fait, si je suis vraiment totalement transparente sur Bombo, son histoire est un peu particulière, c'est-à-dire que le Bombo actuel, ce n'était pas le même Bombo il y a 2 ans. Quand on l'a créé en 2019, avec Laurine et Fanny, du coup, qui sont les deux autres têtes pensantes de Bombo, et donc aussi mes amies. Au départ, on avait envie de créer une marque qui soit valorisatrice pour le corps des femmes et pour la diversité du corps des femmes, qui permettent de faire passer nos engagements autour du féminisme et encore une fois de la diversité. Et même du coup, pour nous c'était une évidence, mais c'était l'occasion de le faire passer aussi, c'était sur nos engagements écologiques, une envie de créer quelque chose qui soit responsable. Et donc au départ, on avait ça en tête, on a bossé avec des illustratrices, on faisait des culottes illustrées. Donc ça, c'était en 2019. Et en 2020, donc confinement, on a eu bien le temps de réfléchir. Et on s'est dit, le problème avec le fait de faire des collections avec des illustratrices, même si c'est trop chouette et que ça permettait de rencontrer des artistes incroyables, ça voulait dire qu'on allait faire des collections. Et dans une démarche éco-responsable, faire des collections, ça veut dire renouveler souvent le désir d'acheter quelque chose qui n'est pas forcément en ce moment-là très nécessaire. Et surtout, ça rend très obsolète ce que tu as fait avant, et l'illustratrice y compris. Et donc, il y avait quelque chose qui nous dérangeait un peu là-dessus, sur la partie éco-responsable. Et donc, on a switché en 2020 pour totalement bifurquer vers la teinture végétale. Et en fait, c'est surtout Fanny qui s'est intéressée et formée à ça, et qui nous a transmis ses connaissances là-dessus. Et on a dit, franchement, c'est exactement ce qu'on a envie de faire. On voit beaucoup de choses trop intéressantes dans la teinture végétale, que ce soit pour le corps et que ce soit pour la planète. On a un peu bachoté ça pendant un moment, fait des tests, etc., jusqu'à ce que ça sorte là en septembre 2021. Du coup, on a un peu construit le nouveau Bombo, enfin en tout cas on le définit comme un projet au service d'une utopie. Et cette utopie, c'est un monde où chacun aime et respecte son corps, celui des autres et la planète. Et donc pour ça, on a mis au point enfin plutôt pour avancer vers cette utopie, on a mis au point des produits qui selon nous vont respecter le corps, parce qu'on est avec des matières qui sont éco-responsables et qui sont, en tout cas pour celles qu'on utilise pour le sous-vêtement, en 6 sels. Donc c'est une matière qui est anti-irritante, anti-inflammatoire et qui était utilisée dans le paramédical au départ. Donc qui est très très adaptée aux peaux sensibles et aux parties sensibles de notre corps, mais aussi par la teinture végétale qui, elle, vient nous libérer un petit peu des risques des teintures synthétiques. Aujourd'hui, il y a des réglementations sur les teintures synthétiques, sauf que on s'est rendu compte, il y a eu un rapport qui expliquait qu'il y avait pas mal d'usines de production, d'usines de teinture ou même de marques qui arrivaient à contourner cette réglementation. Donc elle était devenue un peu fake.
Aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux quand même, mais de toute façon, il n'y a pas photo. Entre la teinture synthétique ou la teinture végétale est forcément plus safe. Donc on avait cet amour et respect du corps qui était un peu rempli par ça, et de la planète, parce que à la fois sur la production de la matière et sur la teinture végétale, forcément, on est sur un moindre impact. Et une reconnexion à la nature que nous, on aime bien aussi, c'est-à-dire qu'on utilise le pouvoir des plantes, leur pouvoir... Dans les plantes, il y a des pigments qui sont naturellement présents. Et c'est juste là. Et c'est tellement stylé de pouvoir utiliser ça et de dire que cette petite plante-là, elle est capable de te teindre des mètres de tissu en jaune, quoi. Ça nous intéressait beaucoup aussi. Donc il y avait un vrai lien avec la planète. Et les teintures, du coup, on les fait nous-mêmes. Alors en fait, nous, on a cherché au départ pour industrialiser ça, pour que ce soit plus facile. Et déjà, on s'est rendu compte à quel point c'était cool de faire de la teinture et de faire des recettes de teinture et de dire, ok, je mets un peu plus de jaune, je mets un peu plus de vert, etc. D'appréhender, du coup, c'est un peu ces ressources naturelles. Et on a décidé d'internaliser complètement la teinture. Donc c'est nous, toutes les trois pour l'instant, et bientôt avec des alternantes, qui faisons la teinture nous-mêmes. Donc on élabore la recette et ensuite on fait ça soit en casserole, soit en machine à laver. Je vais rebondir sur le côté sorcière. On nous dit souvent ça, qu'il y a un côté sorcière sur le fait de faire un peu nos recettes et nos casseroles et nos machines et élaborer un petit peu nos compositions et faire la teinture avec des plantes. C'est pas anodin dans l'histoire des bombos. Au départ, dans le tout premier bombo qu'on a créé, on voulait qu'il y ait un vrai lien aux sorcières. Notre tagline, c'était culotte pour sorcière culottée. Non, dessous pour sorcière culottée. Et Bombo, le nom de la marque, est inspiré des sorcières. C'est en fait la déesse des sorcières qui s'appelle Hécate. Elle a aussi 3 noms. En fait, c'est une déesse qui a 3 têtes et on est 3. Elle se fait aussi appeler Mormo, Gormo et Bombo. Mormo, Gormo, ça sonnait un peu moins bien. Du coup, on a préféré Bombo et qui fait directement, ou on l'appelle aussi Bombo la triple. Donc la Bombo la triple tête. Et on a dit, ouais, il y a un truc. On est 3, on adore les sorcières. Voilà. Du coup, on a pris Bombo. Et on trouve que ça a du sens, même encore aujourd'hui, avec la teinture végétale, où clairement, il y a ce côté un petit peu sorcière dans la façon de faire, quoi. Pour finir ce tour, vraiment non exhaustif, des projets de mode engagés sur Marseille, j'ai la joie de vous présenter Villa Cœur. Cette association/espace a été imaginée par Amandine Armand et Chloé Roch, que vous avez déjà entendu si vous avez écouté notre conférence sur le vintage. Amandine est aussi la fondatrice de Undated, une marque de knitwear responsable, et Chloé a créé le Digger Club, un shop vintage avec une sélection du tonnerre. Moi, j'ai un projet de tricot artisanal. Donc, je produis tout sur une machine vintage qui fonctionne sans électricité. Et la matière première que je récupère, c'est que des stocks dormants. Je me fournis auprès d'associations, les grands-mères des copines, etc. Et j'essaie de redonner une nouvelle vie, en fait, au tricot, à l'artisanat et un peu à toutes les pratiques comme ça, vues comme désuètes ou un peu oubliées. Voilà, donc je propose des pièces un peu kitsch et colorées. Et ce projet s'appelle Undated. Et Chloé? Alors moi c'est Chloé, vous me connaissez peut-être des podcasts précédents qu'on a fait avec Claire et Couture Apparente. Donc j'ai une friperie qui s'appelle Digger Club, qui essaye de penser la mode responsable au travers de la fripe d'une manière un peu différente des friperies traditionnelles, dans le sens où je suis une friperie en ligne, j'organise aussi des événements, je monte des projets de collaboration avec des marques qui font de l'upcycling, je vends en ligne sur les réseaux sociaux, etc. Je fais du contenu aussi. L'idée, c'est de proposer une friperie qui permet de mieux consommer la mode, évidemment, en proposant une alternative de vêtements à prix un peu concurrentiel avec ceux de la fast fashion, donc il reste des prix abordables pour tous. Ça permet aussi de mieux penser la mode responsable, dans le sens où je propose sur tous mes événements, etc., des conférences qui permettent au public de se renseigner sur la mode responsable, sur des nouveaux moyens de consommer et sur aussi ce que c'est que d'entreprendre en ayant la casquette éthique, responsable, etc., parce que ça nous met pas mal d'embûches sur le chemin. Et qui permet aussi de mieux faire soi-même, parce que je pense que c'est un axe important dans le fait de développer une consommation responsable, c'est de reprendre aussi un peu le pouvoir sur le fait de faire des choses, que ce soit recoudre un bouton sur ta veste préférée ou apprendre à faire de la customisation avec un créateur ou une créatrice qui est expert de cette pratique-là. Donc je suis en ligne et dans la boutique associative Villa Cœur, qui est un projet qu'on lance à 2 avec Amandine de Undated. Oui, on s'est rencontrés en fait à Marseille et c'est vrai que nos 2 projets sont vraiment complémentaires. On est toutes les 2 super intéressées par la mode responsable et notre manière de consommer.
Et en fait, Chloé, pour le moment, avait sa fripe chez elle. Et moi, j'allais un peu d'atelier en atelier. Et c'est vrai qu'à Marseille, c'est un peu dur de trouver une stabilité. Il y a beaucoup d'initiatives, comme il y a eu Bureaupolis, par exemple. C'était vraiment chouette. C'était un lieu qui abritait 300 artistes et artisans, toutes pratiques confondues. Mais c'était un bail précaire. Et après, tous les autres ateliers dans Marseille, c'est vrai que ça fonctionne tout un peu comme ça. Et je pense qu'on était toutes les deux à un moment de notre projet où on avait envie justement de proposer quelque chose de plus pérenne. Et surtout, on adore Marseille. Franchement, enfin, c'est vrai, moi, c'est vraiment le coup de cœur. Et de se dire, oui, ici, il y a tellement de belles initiatives. Enfin, moi, par exemple, je rencontre plein de créateurs et créatrices dont j'admire fort le travail. Et c'est vrai qu'on peine un peu à avoir de la visibilité, à avoir un endroit pour travailler et pour vendre. Et Chloé, par rapport à son expertise aussi d'événements, de fripe, etc., c'est vrai qu'on se disait, au final, la mode responsable, c'est tellement de choses à la fois. Et pourquoi pas créer Villa Cœur pour abriter tous les projets cool de Marseille. Donc l'idée, c'est que Villa Cœur, ça va être donc c'est une association et un lieu, surtout un lieu, qui sera divisé en 2 espaces complémentaires. Le premier sera une boutique avec, moi j'aurai un espace avec ma friperie, Amandine aura un espace pour exposer ses créations et on aura aussi une curation de créations upcyclées ou en tout cas créées de façon responsable avec un impact écologique minimum, une éthique de création qui respecte les conditions de travail, une offre aussi de personnes qui viennent de Marseille mais pas que. Ouais. L'idée c'est de pouvoir aussi offrir de la visibilité à des créateurs créatrices ailleurs qui voudraient venir un peu tâter le marché marseillais. Et donner l'accès au public marseillais à aussi une variété plus large de créateurs et faire que justement il y ait des ponts peut-être entre Marseille et les autres villes. Donc il y a cet espace plutôt de vente, Ouais. donc moi je vais encadrer. Et de l'autre côté de cette magnifique verrière que ton papa a construite, Oui. il y aura l'atelier. Donc avec des postes de travail donc où Amandine va pouvoir produire ses vêtements, où on va accueillir un ou une autre créateur-créatrice dans la mode responsable aussi, qui travaille soit via des techniques d'upcycling, soit via un artisanat particulier. Tout est fait à la main en France avec des matériaux bien sourcés, etc. Et un espace dédié au fait de donner des cours, des ateliers, des workshops, à la fois nous en tant que Villa Cœur, en tant qu'Undated, en tant que digger, pouvoir transmettre notre savoir, que ce soit sur le tricot, la broderie, la couture, etc. Et offrir aussi à des créateurs, créatrices l'opportunité de venir aussi transmettre leur savoir. Ouais, on a vraiment envie en fait que ce soit un espace de rencontre et justement que l'atelier soit visible via une verrière depuis la boutique. C'est vraiment aussi montrer aux gens, créer, proposer de l'artisanat, c'est aussi ça. Enfin, il y a vraiment du travail derrière et être transparente ou transparent sur la façon dont on travaille et aussi que les workshops se passent dans l'atelier, c'est vraiment une façon d'inclure tout le monde et de dire aussi l'artisanat c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Ça peut être joyeux, ça peut être sympathique, ça peut donner confiance en soi, de refaire des choses avec ses mains et de transmettre, de se transmettre toutes et tous ensemble des savoirs qui sont un peu perdus ou alors vus juste comme un petit hobby, mais en fait ça peut vraiment être une proposition alternative par rapport à la mode, quoi. Ce qu'on appelle créateur ou créatrice, parfois ça peut avoir un côté un peu effrayant ou élitiste, où moi j'ai beaucoup entendu oui mais c'est bien la mode éco-responsable, les créateurs et les créatrices, mais en fait vous êtes où est-ce qu'on achète, on peut pas essayer, on n'a pas forcément confiance, et avoir un lieu physique c'est aussi ça, c'est vraiment proposer aux gens de venir, d'essayer et d'adopter et d'adopter nos produits, mais et je pense que c'est vraiment un espace qui manque en fait. Ça permettra de faire tomber, je pense, pas mal de barrières à l'entrée pour des personnes qui, nous je pense dans nos milieux, que ce soit toi ou toi Claire, on connaît, on est intéressé, on n'a pas peur d'aller faire un DM sur Instagram à une personne pour peut-être lui acheter une pièce. Il y a plein de gens qui seraient en soi ok avec l'idée de consommer mieux, mais qui trouvent pas ça accessible parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes réflexes de consommation, et du coup l'idée c'est qu'avec ce lieu, il sera ouvert à tous et chacune pourra venir essayer, voir, rencontrer et effectivement passer à une consommation plus responsable, quoi. Comme vous pouvez le voir, les initiatives autour de la mode responsable ne manquent pas à Marseille. J'ai demandé à mes invités pourquoi spécifiquement elles avaient choisi cette ville pour abriter leur projet et pas une autre.
Alors, simplement d'abord parce que je suis profondément une fille du Sud et de la Méditerranée. Je suis née à Toulon, donc pas à Marseille, mais pas loin. J'ai grandi à Toulon, j'ai grandi au bord de mer, et en fait, quand je suis partie faire mes études à Lyon et ensuite je suis allée travailler à Paris et ensuite je suis allée travailler à Amsterdam et notamment aussi j'étais beaucoup en Inde, en Chine, enfin la moitié de l'année j'étais en Asie. J'ai eu au bout de 15 ans, cette envie, ce besoin viscéral en fait de rentrer au bord de la mer et par n'importe laquelle, vraiment la Méditerranée. J'avais envie vraiment de rentrer d'où je venais. J'ai choisi Marseille parce que je sentais que ça commençait à bouillonner en fait. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Marseille et le sud, hein, mais Marseille aussi qui a longtemps été un peu renié, voire moqué. Hein. Nous, quand on débarquait à Paris pour bosser dans la mode il y a 15 ans, on avait honte de dire qu'on venait du sud, quoi. Presque, vraiment. Et ça m'a repris comme ça tout d'un coup en mode, mais en fait j'adore d'où je viens, j'ai trop envie d'y rentrer. Et donc voilà, et Marseille c'était plus parce que grande ville, alors Toulon ça l'est aussi, mais je sentais qu'il commençait à se passer des choses. Et évidemment, merci Jacques Mus d'avoir évidemment mis un espèce de spot pardon, sur Marseille. Tout d'un coup, toutes les personnes qui voulaient pas y mettre les pieds ont débarqué en vacances. C'est qui peut être un peu énervant d'un côté et en même temps, voilà, c'est pas plus mal, voilà. Donc le choix de Marseille, c'était vraiment ça et pas de regret, quoi. Alors, nous, on n'est pas marseillaises, effectivement, à la base. D'origine, on est grenobloise. Pas très très loin. En tout cas, on est plutôt dans la partie sud de la France. On est monté à Paris pour les études et le boulot. On y est resté évidemment longtemps. Comme beaucoup de Grenoblois et comme beaucoup de gens qui sont pas parisiens, rapidement, on s'est pas du tout vu faire notre vie à Paris. Et à un moment donné, on en avait marre de nos boulots, on avait besoin de trouver du sens dans ce qu'on faisait et c'est le moment où on a créé Bombo. On avait aussi besoin de se trouver un endroit dans lequel on s'épanouisse plus, de se sentir un peu moins enfermé qu'à Paris. Et on avait pensé à Marseille à ce moment-là, aussi parce que notre tout premier atelier de fabrication a été marseillais. Et enfin bref, il y avait beaucoup de petites choses qui nous donnaient le signe Marseille, Marseille, Marseille. Et au départ, toutes les trois, avec Fanny et Laurie, on s'est dit, ok, on va bouger à Marseille, il y en a marre de Paris. On se voyait pas aller à Grenoble chez nos parents, quoi. Et en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait de plus en plus de choses qui commençaient à émerger à Marseille, qui étaient hyper chouettes. Ouais, non, franchement, on était très attirés par un endroit qui soit aussi plus facilement connecté à la nature. Même si Marseille est une ville qui est très effervescente, très urbaine, cette espèce de jonction avec la nature par la mer, enfin qui est vraiment particulière à Marseille, je trouve. On ressent plus de facilité aussi à accéder à la nature et à des environnements qui nous épanouissent beaucoup plus qu'à Paris. Et voilà, on est moins loin de Grenoble, moins loin de la Drôme aussi, on a de la famille, donc ça nous correspond mieux. Justement, je pense que tu as raison là-dessus, c'est que si avant le Made in Paris faisait un peu tout son effet, aujourd'hui le Made in Marseille fait limite plus d'effet. Parce qu'il y a ce côté, c'est différent. Il y a quand même, soyons clairs, une petite mode autour de Marseille. Quand t'as des mecs comme Jacques Mus qui sont là et qui mettent en valeur des villes comme Marseille, forcément quand tu places un Made in Marseille, maintenant, il y a limite un côté hype, quoi. Tu vois. C'est toujours ce truc qui à la fois c'est le cours des choses et qui à la fois et on est dedans et qui est un peu agaçant aussi parfois. C'est fou comme ce qui était naze à la base finit toujours par devenir hipster. Mais comme tout, hein. Enfin, c'est comme le style, le normcore, enfin tous ces trucs-là. Et ce qui était naze à la base, beauf et ce que tu veux, Marseille, aujourd'hui c'est the place to be, quoi. Tu vois les stories de tous les gens qu'on suit, qu'on trouve cool. Franchement, cite-moi un qui n'a pas été à Marseille, quoi. C'était pas forcément l'intention de base, on n'est pas allé à Marseille parce qu'on savait que ça allait exploser. On est allé à Marseille parce qu'on voulait vraiment vivre à Marseille. Il se trouve que peut-être en fait inconsciemment on est allé à Marseille parce qu'on était porté par un mood général. Et il se trouve que forcément depuis que nous on est là, c'est en plein dans l'essor de Marseille. Donc en fait il n'y a pas tant de défis, c'est plus il y a une grosse vague sur laquelle tout le monde surfe. Et en fait, sans y avoir vraiment réfléchi, on est en train de se faire porter par l'énergie que dégage Marseille en ce moment sur la mode éco-responsable et surtout la partie artistique. C'est très riche en artistes, Marseille. Donc forcément, c'est plutôt une trop belle surprise. On est trop bien fait de venir là, quoi. Ben moi, Marseille, vraiment, c'est le coup de cœur. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de liberté.
Et quand même, entre créateurs et créatrices, il y a beaucoup de bienveillance et de communication. Enfin, je sens qu'il y a une émergence en fait d'artisans, d'artisanes qui ont envie de proposer des choses. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de Marseille aussi il y a assez longtemps, parce que j'ai toute ma famille qui est en Corse du côté de mon père. Et du coup, j'ai pas mal arpenté le sud quand j'étais jeune. Et quand j'en ai eu marre voilà, de mes études à Paris, de mes jobs à Paris, etc., sachant qu'en plus je venais même pas de Paris, je me disais pourquoi je reste dans cette ville qui ne me plaît pas. Et que j'ai eu envie de bouger, ça s'est vraiment imposé à moi comme une évidence. Effectivement, il y avait cette sensation de liberté ici. Du fait que, en fait, comme c'est une ville qui est beaucoup moins saturée en termes d'offres, chacune peut vraiment prendre sa place et développer son activité, sa passion, son entreprise ou son association avec une vraie bienveillance aussi des publics et aussi une vraie appétence aussi parce que c'est vrai qu'à Marseille, c'est une ville qui est assez étendue géographiquement mais qui est assez petite finalement dans les milieux artistiques, dans les milieux créatifs, etc. Et c'est vrai que dès qu'il y a un nouveau projet, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde se réunit pour donner de la force et c'est hyper appréciable. Et à la différence voilà, de villes où j'ai vécu comme Paris ou même Dijon en Bourgogne, les gens sont un peu moins, on va dire, dans le jugement ou dans le dénigrement, quoi. Et je trouve que, pardon, je te coupe. T'inquiète. Je trouve qu'il y a énormément de liens vrais, enfin physiques. Je veux dire, on a envie de se rencontrer. Et c'est assez simple en fait. Même pour faire une collab, c'est pas seulement travailler ensemble pour avoir de la visibilité sur les réseaux. C'est vraiment on se rencontre et on devient un peu potes et on se donne des conseils et on se soutient. J'ai l'impression qu'à Marseille, il y a vraiment cette effervescence-là d'avoir envie d'avoir une espèce de proximité entre tous et toutes. Ça fait vraiment de Marseille une ville assez exceptionnelle par rapport à ça. Enfin, c'est vrai que moi j'ai habité à l'étranger, j'étais en Argentine pendant 4 ans avant de venir à Marseille et j'appréhendais un peu mon retour en France parce que là-bas c'est très chaleureux et c'est un peu chaotique et c'est un peu c'est très spontané, tout se fait un peu sur le moment en fonction du feeling avec les gens, etc. Et en fait en rentrant en France, je me suis dit Marseille, je pense que c'est le seul endroit où je vais retrouver ce genre d'ambiance. Et oui, c'est le cas. Donc c'est trop bien. C'est vrai qu'il y a une dimension très chaos à Marseille, très imprévisible, Oui. mais que je trouve génial parce que c'est un espèce de bouillonnement permanent d'idées, de personnes, de rencontres, d'opportunités, etc. Et en même temps, je trouve que c'est du coup là-dedans que se dégage un peu la particularité de cette ville, c'est que dans tout ce chaos, tout ce Mistral qui balaye un peu tout le temps, au final, les projets qui émergent, ils sont super ancrés dans leurs valeurs et je trouve qu'il y a beaucoup moins de bullshit aussi ici. Je veux dire, Marseille, c'est une ville qui est très pauvre. Encore aujourd'hui, voilà, il y a des écarts sociaux qui sont assez importants. Et la plupart des gens qui se lancent ici, ils se lancent pas en se disant je vais faire fortune. Ils se lancent en se disant en fait j'ai ce projet, j'y crois, j'ai envie de défendre ça, j'ai envie de faire ça de ma vie et advienne que pourra. Et c'est un peu la débrouille. Et c'est ça que je trouve aussi très chouette, c'est que voilà, on n'est pas dans une ville. Le capitalisme ne régit pas tout dans cette ville, je trouve. Grâce aux projets comme ceux de mes invités, le paysage de la mode française est en train d'évoluer. Mais à quel point ? Est-ce que notre mode nationale est prête à se décentraliser un minimum ou reste-t-elle majoritairement concentrée aux mêmes endroits ? Oui, alors oui, parce que j'ai travaillé longtemps à Paris. Bon, après, c'est vrai que le fait d'avoir bossé à Amsterdam, ça m'a montré qu'il se passe énormément de choses là-bas. Et donc, il y a un vrai regard qui est en train de se porter sur Amsterdam aussi. Mais en fait, j'imagine d'autres villes, d'autres grandes villes. Mais en France, en tout cas, oui, ça a beaucoup été Paris. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit, oui, en fait, Marseille, il y a énormément de choses qui se passent, énormément de choses à valoriser, de marques. Et en plus, ça a sa propre identité, qui, moi, me ressemble. C'est aussi pour ça que je suis contente d'être ici. Mais oui, pour répondre à ta question précisément, oui, moi, je trouve que c'est Paris, c'est très élitiste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a dérangée. Même si je me suis fondue dans le truc à l'époque, parce que c'était voilà, on débarquait à la capitale, voilà, j'avais un peu éteint ce truc de je viens du sud et tout ça, et donc voilà, on s'habille bien, on va aux soirées, on va au défilé, c'est super. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais en fait ça me ressemble moins et j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai trouvé cette ouverture d'esprit à Amsterdam puisque finalement c'est assez différent, et encore plus à Marseille évidemment en rentrant dans le sud. Donc voilà. Il n'y en a aucune de nous trois qui vient de la mode, on vient de la com. Chacune un peu dans des types de métiers différents. Ce qu'on ressentait déjà sur la com, qui est déjà très Paris-centré, évidemment c'est le cas sur la mode, enfin je révèle rien. Nous c'est aussi pour ça qu'on a commencé Bombo à Paris. On s'est dit tant qu'à être à Paris, même si on a envie de bouger, autant commencer là-haut, on aura peut-être plus facilement des contacts. On pourra rencontrer d'autres marques qui sont installées à Paris pour échanger un peu sur les idées.
Mais oui, enfin, évidemment que c'est beaucoup centré à Paris. Après, je crois qu'il y a une partie de moi qui me dit tant mieux, parce que du coup, on est tranquille ailleurs. Moi, c'est un peu ça que je me dis, Marseille, c'est trop chouette qu'il y ait de plus en plus de projets et on en fait partie. C'est trop chouette qu'il y a toutes ces connexions qui se fassent et de plus en plus de gens qui privilégient des villes comme ça. Mais pour rien au monde, je n'aimerais que Marseille devienne comme Paris parce que c'est trop, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Après, je sais pas si je suis dans ma petite bulle de créateurs et créatrices qui viennent un peu des quatre coins de la France, mais ou alors peut-être que maintenant ça se divise en deux sections. Il y a toujours la mode à Paris, le bon goût, etc. Et plein de propositions qui émergent autour, qui sont en train de s'imposer. Enfin, on le voit par exemple, toutes les grosses structures, Galeries Lafayette, Printemps, tout le monde est en train de capitaliser sur les créateurs. C'est bien qu'ils ont compris que, en dehors de la mode institutionnelle que la France peut proposer et l'image qu'elle reflète à travers le monde, il n'y a pas que ça en fait en France. Il y a plein d'autres choses, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Et je pense que c'est juste que là, il y a une nouvelle scène qui est en train de prendre beaucoup de place et peut-être un jour, on remplacera l'ancien système. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont polarisées autour de Paris encore aujourd'hui, même s'il y a des initiatives qui tendent vers autre chose. Enfin, on va pas se mentir, quand t'es créateur, créatrice, qu'on t'invite à un événement à Paris ou à un événement à Lyon, tu sais très bien qu'à Paris, tu vas pas faire le même chiffre d'affaires qu'à Lyon et qu'il va être nettement supérieur. Ah, vraiment, c'est connu, quoi. Mais j'ai l'impression aussi que les gens sont vachement plus prêts, enfin en tout cas les créateurs, créatrices sont vachement plus prêts à aller prendre ce qu'ils ont à prendre là où l'attention est polarisée, là où la clientèle a mine de rien un porte-monnaie plus important, mais sont très contents aussi de rentrer chez eux, de proposer des choses en local, etc. Tu parlais des Galeries Lafayette, etc. Même dans les Galeries Lafayette de province, maintenant on propose de la mise en valeur d'artisans ou de créateurs locaux, donc ça c'est chouette. Mais j'ai la sensation que les institutions culturelles publiques ne sont pas encore emparées de la chose. Et voilà, il y a des choses qui existent pour les associations, pour plein de trucs et tout, mais sur le fait de dynamiser le côté artisanal et mode responsable, il y a soit un peu d'entre-soi, de personnes qui vont faire des petits pop-up à droite à gauche comme ça, mais il n'y a pas d'initiative globale. En fait, oui, c'est cool, ils te proposent de la visibilité, de t'inclure dans des grosses structures, mais en fait, ils comprennent pas ton travail, ils respectent pas ton rythme, ils comprennent pas tes valeurs, et tu dois t'adapter au système. Et moi, je disais, je sais plus à qui je disais ça, mais en fait, ça m'a fait comme un espèce d'énorme déclic, comme avec le féminisme. En fait, il y a eu un moment dans le féminisme, je me suis dit, non mais attends, en fait, je lutte pas pour avoir la place des hommes, je veux m'en créer une nouvelle. Et en fait, ça m'a vraiment fait ça avec mon projet, de me dire non mais en fait la mode, enfin moi j'ai pas envie d'être dans des grosses structures, tu vois. Enfin j'ai pas envie de prendre cette place-là et je pense que vraiment il y a plein de gens qui se disent ça, j'espère, et qu'on est en train juste de questionner le système et je pense que notre génération là, elle est en train de peut-être mettre en place des nouvelles bases et c'est juste que ça va être très long. Mais moi j'attendrai pas spécialement sur les institutions pour faire bouger les choses, quoi. Non, c'est pas que j'attends après eux, c'est que, enfin, comment dire, ils ont un rôle à prendre, tu vois. Ouais, je sais pas. Comme Amandine, j'ai le sentiment que les choses bougent quand même un peu. D'ailleurs, pour Marseille, c'est notamment dû à un créateur que vous connaissez sûrement, Simon Porte-Jacquemus, et sa marque Jacquemus, qui connaît un succès planétaire depuis quelques années. Son entreprise ne fait que grandir ces derniers temps, ce qui est génial, mais pas que. Vous avez peut-être vu passer la collab entre Jacquemus et Nike, qui est, je le rappelle, l'une des entreprises les plus polluantes de l'industrie. Elle a par exemple la note de 47 sur 100 dans le Sustainability Index 2021 de Business of Fashion et qui a longtemps refusé d'admettre que certains de ses produits étaient fabriqués dans des camps d'exploitation de Ouïghours, une population chinoise musulmane qui subit un génocide de la part du gouvernement chinois depuis environ 2009. Comme beaucoup de gens, j'ai été étonnée, voire déçue, de voir une marque réputée pour son indépendance et pour son engagement, notamment en faveur des personnes LGBTQIA+, s'allier à une entreprise aussi problématique. J'hésitais un peu à vous en parler, mais la mode responsable, c'est aussi ça. Ça n'est pas s'exprimer uniquement quand les géants du luxe ou de la fast fashion nous choquent, mais aussi dire quand des créateurs qu'on apprécie contribuent à l'impact négatif de l'industrie. Marion, qui a lancé le sujet pendant l'enregistrement, est complètement d'accord. Tu vois, je trouve encore plus hallucinant. Bon, après, moi, je pense que ça va pas plaire à beaucoup de monde. Moi, j'adore Jacquemus et c'est super. Mais
Moi, quand je suis désolée, quand j'ai vu qu'ils sortaient une collab avec Nike, j'ai bondi. Et j'étais à 2 doigts d'écrire en commentaire Are they sustainable? Tu vois, genre, est-ce que c'est éco-responsable? Enfin, c'est une nouvelle, je sais pas, des nouveaux matériaux développés par Nike, tu sais, pour questionner le truc, quoi. Et ben non, moi je suis désolée. Et cette dernière collection, oui, c'est très beau, c'est très poétique, il n'y a pas de problème, moi j'adore. Mais en fait, je me disais, le papier, bon, ok, mais du coup, est-ce que c'est recyclé? Est-ce que on n'a rien entendu sur ça? Voilà, donc il m'est très sympathique, j'adore ce qu'il fait. Et en fait, là, c'était le truc de trop. Je me suis dit, déjà, j'avais un peu les boulasses pardon, j'étais un petit peu énervée qu'il n'ait pas ses bureaux dans le sud. Voilà, donc moi j'ai un peu de mal avec ça et voilà. Mais par ailleurs, merci à lui, on va dire, d'avoir mis le spot quand même sur le Sud et donc voilà, de redonner un peu de crédibilité, de bonnes choses par rapport au Sud. Parce que c'est vrai qu'on est toujours vu comme les cagoles du coin qui parlent comme ça, ce qui est vrai, hein, on parle fort et tout. Mais pas que, il y a énormément de choses, quoi. Donc je sais pas si je m'éloigne du sujet, mais il fallait que je le place. Marion, Noélie, Amandine et Chloé décrivent clairement une ville qui fait envie quand elles parlent de Marseille. Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien fouiner, donc je leur ai demandé si elles rencontraient des défis spécifiques au fait de faire de la mode dans cette ville. En posant cette question, j'avais surtout en tête les enjeux autour de la gentrification de Marseille et comment y développer des projets sans impacter négativement la ville. Un sujet auquel Noélie réfléchit beaucoup. Comme le disent aussi Marion, Amandine et Chloé, il s'agit surtout d'avoir du respect pour l'esprit originel de la ville et bien sûr, en premier lieu, pour les personnes qui y vivent. Ouais, c'est marrant, vraiment, on en parlait ce matin avec Laurine et Fanny. Je racontais la vie de Fanny, mais un colloque de Fanny qui revenait du Maroc et qui disait qu'il avait halluciné sur certains lieux qu'il avait visités il y a quelques années et qui ont radicalement changé à cause du tourisme et qui sont devenus vraiment tournés vers le tourisme et qui sont dépossédés de l'âme qu'ils avaient à la base, quoi. Et moi, j'ai enchaîné en disant moi, j'ai la même crainte pour Marseille, quand bien même je suis pas marseillaise. Bon, c'est facile, c'est un peu jouer avec les mots. Je revendique le fait qu'on n'est pas parisienne à la base, donc on n'est pas des vraies parisiennes qui s'installent à Marseille. Mais à un moment donné, on est des gens qui ont été à Paris et qui viennent à Marseille. Et voilà, faut quand même assumer ça à un moment donné, quoi. Maintenant, je pense que ce qui est hyper important, c'est qui que ce soit qui vienne à Marseille, c'est chouette. Mais il faut vraiment se mettre dans la tronche que on est là pour s'adapter à Marseille et pas Marseille pour s'adapter à nous. Et ce qui se passe dans pas mal de quartiers, c'est que malgré nous, malgré eux ou malgré elles, des personnes vont vraiment chercher à transposer le confort, ou en tout cas la vie qu'elles avaient dans des villes comme Paris, à Marseille. Et du coup, ça donne des endroits où les choses sont chères, et donc forcément inaccessibles aux personnes qui habitent ces quartiers-là. Clivent forcément les populations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des portions de rue dans certains quartiers où les personnes qui habitaient là avant sont même pas forcément les bienvenues. Moi, je le ressens comme ça. Alors, à leur place, je le ressentirais comme ça. T'as, je sais pas, un shop, un café, un truc qui tout coûte cher. Évidemment que tu dis que t'as rien à faire là. Et du coup, c'est même plus chez toi. Alors qu'à la base, l'intention est peut-être de dynamiser le quartier, ce qui est chouette comme intention. Mais je pense qu'il y a d'autres. Enfin, on peut arriver à dynamiser une ville sans forcément la défigurer ou en tout cas mettre de côté sa population. Parce que pourquoi on vient à Marseille à la base? Qu'est-ce qui fait que Marseille, c'est Marseille? Bah, c'est les gens qui sont à Marseille, c'est le côté un peu bordel, le côté populaire dans certains quartiers, certes plus chic dans d'autres, mais il faut s'adapter selon où tu vas. Et je pense que ça, on le prend aussi en considération. On a failli ouvrir une boutique là pour Bombo. Sur le coup, on a forcément visité des quartiers très populaires. On s'est dit, bah ouais, on se met là, on met une boutique. Enfin, soyons honnêtes, je pense pas que toute la population de Noailles peut aujourd'hui se payer un ensemble Bombo, quoi. On n'est pas en mesure de faire quelque chose de moins cher sur le choix qu'on a fait. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on soit consciente de ça, quoi. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une ville qui a déjà une âme, qui a déjà une histoire, sous prétexte qu'on a juste envie de le faire, quoi. Une personne qui fait ça, 2 personnes qui font ça, c'est pas très grave. Mais là, on commence à être beaucoup à faire ça. Il y a quand même beaucoup de Parisiens, ou en tout cas de gens extérieurs qui s'implantent à Marseille. Et c'est chouette, parce que je pense que ça a fait vivre Marseille et que c'est super. Mais il faut juste se poser la bonne question quand on s'installe, c'est à qui je m'adresse? Est-ce que là, je suis pas en train de gentrifier totalement le quartier? Je sais pas. J'ai pas de solution, mais c'est plus un ressenti global sur... j'ai une petite crainte que Marseille, dans certains endroits, perde de son âme, quoi.
pas assez calée en histoire de l'immobilier pour dire, enfin même ne serait-ce qu'en légal, pour dire qu'est-ce qui serait à faire pour améliorer ça. Juste, disons qu'à notre échelle, c'est quelle est notre intention? De s'adresser qu'à des gens riches. Mais du coup, dans ce cas, forcément, mon intention cache une autre intention qui est les gens pauvres, ça ira, merci, quoi. Et ça, forcément, ça peut pas fonctionner. Je fais des grandes phrases sur il faut inclure tout le monde. J'ai une marque qui, même si on essaie de faire la plus petite marge possible, on fait vraiment une toute petite marge. On a fait le choix d'avoir une matière qui coûte cher, on a fait le choix de faire la teinture végétale, et on a fait le choix de faire des petites quantités et de la faire nous-mêmes, la teinture. Ça, plus ça, fait qu'on est incapable aujourd'hui, c'est impossible pour Bombo de proposer des produits moins chers que ce qu'ils sont. On sait qu'on est honnête dans ce qu'on fait. Par contre, on sait aussi qu'il ne faut pas non plus dire qu'on est inclusif sur les prix, c'est pas vrai. On fait du mieux qu'on peut, mais non, on ne vend pas des choses qui sont accessibles vraiment à n'importe qui. Et on en a parfaitement conscience, donc à un moment donné, il faut aussi qu'on assume le fait qu'on n'est pas donné à n'importe qui, quoi. Alors pour moi, ça n'a pas été un défi, mais je pense que c'est un défi pour pas mal de personnes qui utopisent un peu le mood que propose Marseille maintenant, et c'est vrai que tout le monde est très attiré par cette ville. Le défi pour certaines personnes, je pense que c'est d'être chill, quoi. En fait, tout simplement. Non, mais c'est vrai, Oui. de prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter avec eux et d'avoir d'autres règles de vie, en fait. Pas d'être focus sur, comme disait Chloé, la rentabilité du projet ou l'efficacité 100%. Enfin, je veux dire, nous, on est à fond dans nos projets, on travaille, tout le monde travaille ici, tous les créateurs et les créatrices travaillent très fort. Mais il y a ce côté où aussi il faut se laisser surprendre, il faut se laisser un peu porter, il faut prendre le temps de créer des vraies relations avec les gens. Et je pense que c'est ça qui fait fuir beaucoup de personnes qui utopisent Marseille, parce que si t'as pas envie de te détendre, ben faut pas venir là, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Marseille et qui finissent par repartir assez rapidement parce que tout simplement ils n'arrivent pas à se mettre, j'allais dire aux couleurs locales, mais en fait dans le mood. Alors après marseillais, mais surtout sudiste au global, Oui. où voilà, sans jouer sur les clichés, c'est vrai que quand il fait beau et que en général tu fais la sieste entre 2 et 4 heures parce que de toute façon tu peux rien faire, t'as plus de temps pour réfléchir aussi, et je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est que du coup ça te laisse un laps de temps de création qui est vachement différent et qui est vachement plus centré sur les ressentis et tout ça. Enfin, t'as moins de pression de ok, faut que je sorte ma collection, faut que je fasse tel post, faut que je fasse ceci. En fait, en tout cas, moi, depuis que je suis ici, c'est vraiment ce que j'ai eu dans mon business, même si j'aime pas l'appeler comme ça, dans mon projet. C'est vraiment le fait d'écouter vachement mon instinct et de me dire, en fait, là, il y a une opportunité, là, j'ai du temps, là, j'ai envie de ça, là, on me propose tel truc. J'y vais. Là où, quand j'étais encore à Paris et que j'avais commencé à initier ce projet-là, je me disais, oh là là, ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'événement, il faut absolument que je trouve un truc. Enfin, je me sentais vachement plus pressurisée par l'extérieur, par la concurrence, par tout ça. Là où, en fait, là, je suis dans ma bulle, je développe mon projet à mon rythme, selon mes envies, selon mes ressentis, et vachement moins avec la pression. Après, sur les obstacles, un peu, moi, ceux que je notifierais quand même, c'est, mine de rien, le système administratif ici qui est... Déjà, l'administration, c'est un peu un bordel partout ailleurs, mais c'est vrai qu'ici, voilà, moi je pointe à Pôle emploi en complément d'activité. C'est un autre mode d'échange avec les conseillers. Là, on ouvre un compte en banque pour notre association, c'est pareil, c'est voilà, à Paris, t'appelles, machin, tu fais un dossier, tac, ça avance. C'est vrai qu'ici, tu vois, les gens, ils nous posent énormément de questions sur le projet, ils s'intéressent aussi en même temps très fondamentalement à ce qu'on va y faire. Mais du coup, le côté administratif, le côté gestion est un peu plus chaotique aussi, je trouve. Ouais, je pense que les obstacles aussi, c'est peut-être la clientèle. C'est un peu dur de toucher des publics qui ont de l'argent. Et c'est vrai que ça, enfin moi je suis un peu obligée d'aller faire des pop-up à droite à gauche en dehors de Marseille malheureusement. Mais c'est aussi peut-être lié au mode de consommation qui n'est pas encore intégré, de consommer moins pour consommer mieux. Par contre, je trouve qu'à Marseille, le public, même s'il n'achète pas, il donne trop de force. Mais... Après, s'il y a un autre point, moi que je dirais plutôt être un point de vigilance, et c'est quelque chose qu'on évoque vachement dans la construction de notre projet, c'est le fait d'être accepté par les locaux, parce qu'effectivement, nous, on n'est pas d'ici, même si on adore cette ville et que voilà, on essaie de s'implanter sur le territoire de façon engagée pour mettre en valeur aussi les acteurs locaux. On n'est pas d'ici et on ne pourra jamais changer ça. Et c'est vrai que se faire accepter, entre guillemets, d'acteurs, actrices locaux, c'est un enjeu qui est particulier parce que à Marseille, comme dans plein d'autres coins de la France et du monde, d'ailleurs, les gens sont très attachés à leur territoire. Voilà, on voit les gens, ils ont tous le t-shirt de l'OM, ils sont tous très contents d'être Marseillais, fiers d'être Marseillais, c'est le slogan de la ville, quoi. Donc c'est important de réussir à se faire accepter. Et je pense que là où, enfin, pour toi ou comme pour moi, ça n'a pas été un problème, c'est qu'on est arrivé avec des vraies valeurs, pas avec juste une approche
très business de on vient s'installer ici, les loyers sont pas chers, on va faire du biz, nan. On est vraiment arrivé en se disant en fait on aime cette ville, on a envie de s'y implanter, on essaye de connaître les gens qui nous entourent, qui sont d'ici, qui ont des projets, de faire des choses ensemble pour s'apporter de la force mutuellement. Même on le voit pour la ville à cœur qui va bientôt ouvrir ses portes. On est en plein dans les travaux et tous les gens du quartier, de la rue, viennent et nous demandent alors qu'est-ce que ça va être la boutique et vous faites quoi et c'est comment ça va s'appeler et qu'est-ce que vous allez vendre. Enfin, il y a vraiment une énorme curiosité et en fait c'est vraiment important ici d'échanger avec les gens. Ouais, l'humain est au cœur de tout, vraiment. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien, ouais. Alors c'est drôle parce que j'ai eu peur en arrivant à Marseille, pour être honnête aussi, il y avait vachement ce truc de un peu de mafia, c'est con hein, mais on en parle toujours un peu, tu vois. Le côté un peu mafia, mais le côté aussi très politique, qui peut être un peu lié finalement, voire les mêmes personnes, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'on entendait, voilà. Et comme moi, c'est vrai que je connaissais pas bien Marseille, même si je viens de pas très loin, en arrivant là, je me suis dit, attends, il y a quand même déjà quelques écoles. Alors, il y a une école de mode qui est là depuis très longtemps, mais après, il n'y avait pas énormément de choses. Mais je me suis dit, moi, politiquement, moi, c'est ça, en fait, qui me dérangeait plus, c'est de me dire, moi, c'est pas du tout mon délire, le côté politico, où il faut connaître, c'est la chambre de commerce, le machin, la région, le truc, ça me, voilà, emmerde, quoi. Mais je savais aussi qu'il y avait des gens qui étaient un peu installés et qui avaient un peu le bras long, et je me suis dit, mince, en fait, ça me faisait peur au départ. Et parce que je me suis dit, vu que moi je déboule, je fais mon truc, c'est plus moderne, c'est plus frais, je le dis sans aucune prétention, c'est vrai, quoi. Et je me suis dit, je vais peut-être me prendre un peu des portes et tout. Et pas du tout. Donc vraiment, pas du tout. Je suis encore étonnée en tout cas jusqu'à présent, de la fluidité dans laquelle ça s'est passé. Par rapport aux défis, je crois que c'est surtout le regard porté à Marseille, justement. Je n'ai jamais eu aucune remarque, etc. Et d'ailleurs, au contraire, il y a beaucoup de médias, même parisiens, qui m'ont contacté pour faire des articles, etc. Donc ça prouve qu'il n'y a plus, en tout cas, ce truc de se dire « Ah non, ça vient du Sud, donc c'est kéké, c'est pas très intelligent ». Mais ça allait peut-être être ma crainte, entre guillemets, puisque moi, finalement, je veux former les gens ici, donc peu importe. J'essaie en fait d'encourager les élèves qui sortent de Studio Losier à finalement monter leur structure dans le Sud. Même si le passage obligé de stage, pourquoi pas, doit être à Paris, encore qu'il commence à y avoir pas mal de marques dans le Sud, pas énormément, mais voilà. Et en fait, j'essaie aussi vachement d'encourager à travailler avec les gens de la région et à monter leur boîte ici, parce que finalement, voilà, il n'empêche que pour aller sur des salons, on peut aller à Paris, etc. Après, parce que ça fuse beaucoup dans ma tête, j'ai aussi des projets déjà ici de développer des choses de façon à ce que justement la mode ne soit pas qu'à Paris et qu'on puisse créer beaucoup plus d'événements autour de la mode, notamment éco-responsables ici. Donc voilà, et je trouve que ça change. Donc en tout cas, pas vraiment étonnamment, on verra peut-être que dans les semaines et les mois qui arrivent, je vais peut-être être confrontée à d'autres défis. Après, j'ai pas eu de problème financier parce que j'ai tout financé toute seule et c'est pour ça que j'ai commencé petit. Là, pour trouver un local, regarde, ça c'est un très bon exemple. Ce local, c'est parce que Justine, la propriétaire du hangar Belle de Mai, a fait il y a 6 mois une formation courte chez moi, un Studio Losier. Et quand elle a su un peu que Bureau Police allait pas continuer, etc., elle m'a dit mais moi j'ai vraiment envie que tu sois au hangar, viens, etc. Je n'ai pas du tout galéré du coup à trouver. J'avais visité 2 locaux qui me convenaient pas. Quand elle m'a dit ça, mais bien sûr, il y a plein de choses à faire en plus. Donc c'est pour dire, pour l'instant, touche du bois, je n'ai pas été confrontée à beaucoup de problèmes et de gros défis, pourvu que ça dure. Voilà. Marseille est le théâtre de dynamiques complexes, entre développement de projets engagés, gentrification, un regard encore classiste, une nouvelle hype, des grosses disparités économiques, mais aussi, il faut bien le dire, une créativité de dingue. Au milieu de ce tourbillon, j'ai demandé à mes invités ce qu'elles voyaient pour l'avenir de la mode marseillaise et quelles seront ses conséquences sur la ville. Moi, je vois un futur assez radieux, mine de rien, parce que je vois qu'il y a plein de projets qui se montent autour de la mode responsable à Marseille. Je vois qu'il y a une appétence aussi des gens, des clients, même si voilà, il y a encore d'éducation à faire. Il y a des lieux qui se montent, comme le nôtre. Il y a aussi des marchés qui se montent. Voilà, là, on voit plusieurs initiatives de soit des gros acteurs qui viennent faire des événements, soit des personnes locales qui s'organisent entre elles pour faire des marchés vintage et des événements. Donc ça, c'est trop chouette. Je pense vraiment que le marché va se développer.
Je pense aussi que Marseille, la chance qu'on a, c'est qu'on a à la fois une clientèle locale de personnes qui sont, mine de rien, assez sensibles à l'écologie. Parce que voilà, on est sur un territoire très proche de la nature, donc en fait les gens à Marseille sont vachement plus conscients du risque écologique qu'à Paris. Hein. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi tout un trafic de touristes pendant l'été. On a une super belle saison d'été qui permet aussi d'aller toucher des personnes qui sont pas marseillaises, qui ont voilà, un autre budget aussi et qui ont d'autres sensibilités. Donc je pense que le fait d'avoir une communauté locale intéressée, engagée, qui est en train de s'éduquer sur la question, plus le fait d'avoir un passage, mine de rien, l'été, les 4 mois de saison d'été à Marseille, c'est assez intense. Tous nos collègues qui ont des boutiques ou des ateliers nous l'ont dit, l'été, c'est vraiment une saison à pas rater. Ça va aussi permettre d'accélérer un petit peu les choses parce qu'on sait qu'il y a une saison forte et il y a une saison plus tranquille. Donc je pense que ça va bouger. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que ça va exploser, mais que ce soit à Marseille ou ailleurs, hein. Vraiment, comme je disais, j'ai l'impression qu'on est tous en train de communiquer entre créateurs et créatrices sur les réseaux et qu'on se rejoint ici ou là. Et que de plus en plus, il y a toutes les sortes de propositions. Parce que peut-être avant, on se disait, bon, mode éco-responsable, mais il y a quoi? Ben, un t-shirt en coton bio. Voilà. Et maintenant, il y a tout, en fait. Si tu veux t'habiller en mode éco-responsable, que ce soit du vintage, de la fripe, créateur, créatrice, Des vêtements, des accessoires. tout, t'as tout. Et j'ai l'impression que plus le temps avance et plus t'as de propositions et une offre variée. Donc moi, je vois pas pourquoi, avec toute cette offre, il y aurait pas plus de lieux qui se créent et plus d'engouement. Et je pense aussi qu'on va, comme tu le disais, l'individualisme du créateur est un peu en train de s'éteindre au profit d'une vraie démarche communautaire, de se mettre ensemble pour organiser des événements, se mettre ensemble pour ouvrir des lieux, se mettre ensemble pour faire de la visibilité, etc. Et je pense que là où on a un peu l'image de l'artisan ou du créateur dans son atelier solo avec sa petite lampe sur son bureau, en fait, on va aussi créer des nouvelles façons d'entreprendre dans la mode responsable, artisanale, etc., de façon groupée. Oui, je trouve qu'on fait de plus en plus de collaborations entre créateurs, créatrices. Et même le public, il veut plus s'engager dans le vêtement qu'il achète. Et moi, c'est souvent, enfin là, d'avoir le lieu, j'ai très envie de proposer des services un peu plus personnalisés parce que c'est souvent qu'on me dit, oui, mais est-ce que tu le fais dans cette couleur? Est-ce qu'on peut rajouter tel détail, etc. Donc, que ce soit entre créateurs, créatrices ou le public, tout le monde a envie de mettre sa patte. Et ça aussi, ça fait, je pense que ça va vraiment se développer et que ça devient beaucoup plus personnel d'acheter un vêtement par rapport à la fast fashion qui avait rendu ça complètement impersonnel. Je pense que va y avoir encore plus de projets qui vont émerger. Je pense à des projets de notre envergure, donc de petite envergure. Peut-être des marques un peu plus grosses vont commencer à mettre un pied là, mais pas forcément pour s'implanter là, mais pour avoir une partie de leur visage qui rayonne à Marseille, quoi, et qui dit on est dans le coup aussi, quoi. Donc je pense que ça va vraiment de plus en plus être un peu sur toutes les photos, tous les styles, enfin bref. On en entend déjà beaucoup parler et je pense que ça va aller encore, ça va augmenter encore. J'aimerais que la fibre artistique de Marseille continue d'exister et de prendre autant de place et qu'elle se fasse pas bouffer par la partie business de l'art ou même de la mode. Parce que c'est ça que je trouve, enfin nous ce qu'on a découvert là en arrivant, c'était plein de petites marques comme Undated là, que tu vas pouvoir interroger, ou même comme Digger de Chloé. Des projets comme celui de Marion avec Studio Losier, c'est des trucs qu'on a découvert là, évidemment qu'on connaissait pas avant. Je sais pas, il y a un truc à Marseille que nous on a saisi qui est la facilité de créer du lien avec ces personnes-là. C'est vraiment, ça a été 10 fois plus simple qu'à Paris. À Paris, on a cherché à rencontrer les gens, on en a rencontré certains et certaines, mais sinon, l'échange était peut-être moins facile, moins chaleureux. Alors qu'ici, tout le monde est chaud de s'aider, de discuter, de faire des trucs ensemble, et ça rend, je sais pas, ça décomplexe beaucoup. Et ça, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va continuer à Marseille, parce que ça peut vraiment faire la force d'une ville comme ça. Et je trouve que c'est assez fidèle à l'âme de Marseille, le côté très honnête, très transparent, très bien, on discute. Et après, sur la mode, ouais, après, peut-être parce qu'on est aussi entouré des gens qui nous ressemblent, mais j'ai l'impression qu'il y a une belle conscience éco-responsable. Et j'espère qu'elle va continuer de prendre de l'ampleur et peut-être même de faire que Marseille se démarque pour ça, vis-à-vis de peut-être d'autres villes ou de villes comme Paris. Peut-être plus sur un truc encore plus artistique et peut-être plus engagé. Mais en espérant tout de même qu'on finisse pas non plus les uns sur les autres. Enfin, je vais pas critiquer les gens qui vont faire comme moi en fait. À un moment donné, il faut rester logique quoi.
Mais c'est toujours l'intention. C'est quoi ton intention quand tu viens ici? Est-ce que c'est genre, je vais faire une marque qui va prendre une énorme boutique et puis genre je vais faire un gros business à Marseille? Ou est-ce que tu viens vraiment t'implanter dans la vie marseillaise? C'est prendre en considération le lieu où tu vas. Je pense que c'est ça, c'est quand je dis que j'espère que l'aimant parisien va marcher, c'est que les projets qui s'en fichent de la marseillaise, bah, qui viennent pas à Marseille, quoi. En fait, il y a énormément ce que j'aime en fait de la mode à Marseille, dans le sud en tout cas, et à Marseille, puisque c'est ce que je côtoie au quotidien. C'est de la mode de la débrouille, la récup, le recyclage. Je pense pas que ça change. Je pense qu'on va rester fidèle à ça, parce que c'est dans... Même si, parce que voilà, on est là, les Parisiens, les Lyonnais, enfin bref, tout le monde descend, etc. Je crois qu'il y a cette profonde envie, quand on vient du sud et qu'on est profondément du sud, on sait qu'on restera. En plus, on est chez nous, tu vois, c'est bête, mais tu sais, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a un quartier là, pas très loin du Vieux-Port, où c'est un peu les bars un peu branchés, etc. Et c'est là où il y a les Parisiens qui s'installent dans le sud vont tous là-bas. Et ben, il paraît que ça s'appelle le parc. En fait, les Marseillais l'appellent on va au parc. Tu vois, c'est drôle. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait. Et donc, c'est la preuve que, voilà, quand on est Marseillais, ou d'adoption, hein, même, il n'y a pas de souci. En fait, on s'adapte ou on reste dans un mini-quartier où on s'en va finalement. Pour parler vraiment de mode, moi j'ai plein de potes qui font des marques, qui ont des marques d'upcycling, des marques éco-responsables, voilà, teinture végétale, du bijou, tout ce que je porte là, c'est Capo Bianco, elle fait à partir de gourmettes et de récupération d'anciens bijoux, elle fait fondre, elle retravaille et elle recrée des bijoux, bref. Et en fait, on est profondément dans cette idée de circularité, un peu de débrouille. Je crois qu'on n'a pas non plus envie de... j'en parlais avec une copine qui a une marque qui s'appelle Éléments Perturbateurs. Elle récupère des bouées et des matelas gonflables un peu abîmés, etc., sur les plages à Aqualand. Et elle les transforme en lunchbox, en pochette, et c'est génial, j'adore ce qu'elle fait. Éléments Perturbateurs, elle ouvre un petit atelier. Et on en parlait la dernière fois. Et je crois qu'on a tous pas vraiment cette envie de se faire de l'argent à fond et tout. En fait, nous, on veut faire marcher notre petite affaire, transmettre. Mais je crois je pense pas que je parle pour tous les gens que j'ai côtoyés ces derniers temps et que j'ai vus. Le but, non, c'est plutôt d'échanger, de rendre la mode éco-responsable accessible, de sensibiliser, de créer. Mais je crois qu'on n'a pas trop cet esprit d'aller bouffer la planète, quoi. Et d'ailleurs, moi, on m'a dit, par rapport à l'école, c'est un journaliste il y a pas longtemps qui m'a dit, bon, ce qu'on vous souhaite, parce que là, je triple le nombre d'élèves. Donc, très bien. Mais en fait, ce que les gens savent pas forcément, c'est qu'il y a une liste d'attente. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai envie que ça reste à taille humaine. Oui, bien sûr, si je pensais qu'à l'argent, je me dirais, oui, je prends tout ce qui vient et voilà. Non, en fait, j'ai besoin que ça reste à taille humaine parce que j'ai envie de pouvoir accompagner chaque élève dans ses projets, etc. Et donc, le journaliste me disait, on vous souhaite d'en ouvrir plein en France. Et en fait, j'étais là. Et du coup, je l'ai dit en plus en pleine interview, j'ai dit, ah non, pas du tout. Moi, je préfère rester à taille humaine. Et du coup, il a vite coupé l'interview. Et je me suis dit, bon. Mais comme quoi, c'est vrai qu'on a quand même cet état d'esprit beaucoup plus artisanal, petit, je sais pas, plus dans le partage et dans l'humain que dans le côté économique, financier, et voilà. Merci infiniment à Marion, Noélie, Amandine et Chloé d'avoir partagé avec moi leur expérience de la mode marseillaise. Pour continuer à soutenir une mode locale et responsable, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver l'école de Marion sur studio-losier.fr, voire pourquoi pas vous inscrire à une formation. Bombo est à contempler et à choper sur Instagram et sur leur site bombo.love. Enfin, suivez Villacker sur Instagram et n'oubliez pas non plus de soutenir Undated et le Digger Club. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 10e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 27 septembre pour découvrir le 11e épisode de Couture Apparente.